Chers étudiants, bonjour. J'espère que vous allez bien. J'espère aussi que les nouveaux outils pour vous aider à travailler à distance vous conviennent. On a eu des discussions utiles sur les exercices avec certains d'entre vous sur le serveur Discord. Profitez de ces outils pour continuer à apprendre. Si vous avez du mal à vous mettre dans des conditions de travail correctes, des difficultés à avoir accès à Internet ou à un ordinateur, n'hésitez pas à contacter vos enseignants ou le service licence. On pourra vous aider, sûrement plus que vous ne pensez. On m'a dit que les dernières vidéos allaient un peu vite, alors j'ai essayé cette fois d'aller un peu plus doucement. J'ai aussi fait un chapitrage de la vidéo pour que vous puissiez la regarder en plusieurs fois ou revenir plus facilement sur une partie que vous voulez reprendre. N'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres suggestions d'amélioration. À part un dernier chapitre qu'on verra tout à la fin, on a maintenant terminé la partie du programme qui concerne l'analyse. On va maintenant commencer une autre série de chapitres qui portera sur une des branches fondamentales des mathématiques, qui est l'algèbre linéaire. Il y a beaucoup de manières différentes de présenter l'algèbre linéaire. Une façon de faire, c'est de dire qu'il s'agit d'une algébrisation de la géométrie, c'est-à-dire une traduction, en quelque sorte, de la géométrie classique que vous connaissez, avec les cercles, les droites, les triangles, en termes algébriques. Prenons par exemple l'énoncé bien connu qui dit que dans le plan, deux droites sont soit séquentes, soit parallèles, soit confondues. Une algébrisation de ce théorème s'obtient en munissant le plan d'un système de coordonnées. Une fois que c'est fait, chaque droite se décrit avec une équation de la forme ax plus by égale c. C'est-à-dire que l'ensemble des points appartenant à la droite sont ceux dont les coordonnées x, y vérifient la relation ax plus by égale c pour des valeurs fixées de a, b et c. L'intersection de deux droites, c'est alors l'ensemble des points de coordonnées x, y qui vérifient simultanément les équations des deux droites. C'est-à-dire que x et y sont des solutions du système ax plus by égale c et a'x plus b'y égale c'. Dire que deux droites sont soit séquentes, soit parallèles, soit confondues, revient alors à dire qu'un tel système a soit exactement une solution, soit zéro solution, soit une infinité de solutions, quand les deux équations de droite sont équivalentes et que toute solution de l'une est donc automatiquement solution de l'autre. On dit parfois que cette façon algébrique de voir les choses est moins jolie que la géométrie classique. C'est vrai que la géométrie classique a une certaine élégance mathématique, et dans certaines situations, c'est d'ailleurs plus simple de s'en tenir au point de vue classique, par exemple pour montrer que les médiatrices d'un triangle sont concurrentes. Mais dans la pratique moderne des mathématiques, le point de vue algébrique s'est quand même révélé nettement plus puissant, parce qu'il permet de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant. L'exemple le plus frappant, c'est la possibilité de travailler dans une quatrième dimension. Munir le plan d'un axe de coordonnées permet de considérer un point comme un couple de nombres, x, y, une droite comme une équation de la forme ax plus by égale c, etc. De la même façon, munir l'espace d'un système de coordonnées permet d'envisager un point comme un triplet de nombres, x, y, z. Un plan devient une équation de la forme ax plus by plus cz égale d. Une droite est un système de deux équations, c'est-à-dire l'intersection de deux plans, et ainsi de suite. Si on se dégage du point de vue géométrique pour se centrer plutôt sur le point de vue algébrique des couples de nombres ou des triplets de nombres, on voit qu'il n'y a aucune difficulté particulière à envisager des quadruplets de nombres réels, x, y, z, t. Évidemment, dans notre monde courant, à trois dimensions, on ne peut pas matérialiser géométriquement un point qui correspondrait à cette idée. C'est donc là que la géométrie montre ses limites par rapport à l'algèbre. En algèbre, on peut travailler en 4 dimensions, et même à peu près aussi facilement qu'en 3 dimensions, alors que notre œil, lui, est coincé en 3 dimensions. Histoire de vous permettre de voir un peu ce que c'est que la 4e dimension, je vais prendre une minute pour vous présenter un objet en 4 dimensions qu'on appelle l'hypercube. On va partir d'un carré qu'on pousse dans la 3e dimension. On obtient donc un cube. C'est un objet en 3 dimensions. Mais bien sûr, ce que vous avez à l'écran ici n'est pas un vrai cube, c'est juste l'image d'un cube, puisque votre écran en 2 dimensions ne peut pas contenir un vrai cube. On n'a donc pas vraiment poussé notre carré dans une nouvelle dimension de l'espace, on a juste utilisé une représentation en perspective. Notre œil est pourtant habitué à voir dans ce dessin la représentation d'un objet à 3 dimensions, au point même qu'on aurait du mal à ne pas voir un cube quand on voit ce dessin. Bon, à l'aide de la représentation en perspective et de nos habitudes culturelles, nos yeux savent donc percevoir la 3e dimension sur un dessin en 2 dimensions.
même si ce dessin déforme beaucoup. Par exemple, on sait que les 6 faces du cube sont des carrés, et il y a un vrai effort d'interprétation de notre cerveau pour accepter que les faces du haut, du bas ou de droite et de gauche sont bel et bien des carrés, alors que techniquement, ce qui est dessiné, ce sont des parallélogrammes, qui ne sont pas du tout carrés. Ce problème mis à part, on voit que ce dessin nous permet de retrouver pas mal de caractéristiques du cube, notamment le fait qu'il a 8 sommets, 12 arêtes et 6 faces. L'idée, c'est maintenant de faire pareil pour représenter un objet en 4 dimensions, avec une projection sur l'écran qui va donc déformer l'objet lui-même, tout comme les faces du cube sont déformées sur le dessin qu'on en avait fait, mais qui permet quand même de matérialiser quelques éléments intéressants. Pour faire apparaître l'hypercube à partir du cube, on va faire comme pour le cube à partir du carré. On le déplace dans une nouvelle dimension. Pareil, comme pour le cube, ce ne sera pas vraiment une nouvelle dimension puisqu'on va rester dans le plan, mais ce sera mieux que rien. Et voilà ce que ça donne. Vous avez ici la représentation en projection plane d'un hypercube, un objet en 4 dimensions. Rien que ce dessin nous permet de dire plein de choses sur l'objet. L'hypercube a 16 sommets, 32 arêtes, 24 faces, et enfin 8 hyperfaces, c'est-à-dire des cubes en 3 dimensions, qui le bordent tout comme un cube est lui-même bordé par 6 faces. Les hyperfaces sont 2 à 2 parallèles en un certain sens, elles sont toutes cubiques, même si la projection plane en déforme certaines. Avec de l'entraînement, certaines personnes arrivent à voir pour de bon en 4 dimensions. Mais on n'aura pas besoin d'apprendre à le faire parce que l'algèbre nous équipe de lunettes mathématiques qui suffisent pour voir, entre guillemets, ou plus précisément pour donner du sens à la 4e dimension. Quand on parle de 4e dimension, on pense en général assez vite à la physique, et plus précisément à la théorie de la relativité d'Einstein. Mais en vrai, les mathématiciens avaient déjà eu l'idée de travailler en 4 dimensions bien avant. Déjà en 1846, c'est-à-dire 60 ans avant Einstein, un important mathématicien, Arthur Cayley, avait expliqué qu'on pouvait concevoir un espace à 4 dimensions sans recourir à aucune notion métaphysique. Il s'agit simplement d'algèbre. L'algèbre linéaire nous permettra donc de travailler en 2, en 3 ou en 4 dimensions, ou même en 5 ou en 6 ou en autant que vous voulez en fait, et pas juste pour le plaisir. Évidemment, si on en restait à la géométrie, on ne verrait pas bien l'intérêt, puisque notre monde n'a que 3 dimensions, évidemment, éventuellement 4 en intégrant la dimension temporelle. Mais le champ d'application devient beaucoup plus vaste quand on comprend que x, y, z ou t ne sont pas forcément des longueurs ou des temps. En fait, ce sont des paramètres qui peuvent avoir des dimensions qui n'ont rien à voir avec des longueurs. Pensez à une courbe qui représente l'évolution de la richesse d'un pays, par exemple. En abscisse, on a un temps, en ordonnée, une valeur monétaire. C'est une représentation géométrique qui relie des données qui ne sont pas géométriques. Ce qui fait le lien, c'est cette correspondance qu'on peut faire entre un couple de nombres x, y et un point. On imagine alors facilement que dans certaines situations, on puisse avoir affaire à plus que 2 ou 3 paramètres. Rien que pour dessiner un point sur un écran, par exemple. Il faut non seulement se donner les 2 paramètres que sont ses coordonnées, mais choisir aussi sa couleur, par exemple, qui se définit dans un système comme le RVB par 3 nombres, indiquant la proportion de rouge, de vert et de bleu. Rien que pour un seul point de l'écran, on a donc besoin de 5 paramètres, au moins. 2 pour les coordonnées, 3 pour la couleur. L'idée de se placer dans des espaces mathématiques à 5 dimensions, par exemple, n'est donc pas une pure abstraction. Au contraire, elle a une utilité pratique énorme. Vous verrez ça aussi en physique, dans ce qu'on appelle l'espace des phases, où un point en mouvement n'est pas repéré seulement par ses 3 coordonnées spatiales, mais aussi par son vecteur vitesse, si bien qu'on a affaire à un espace de dimension 6. Et comme autre exemple, on peut penser à des séries statistiques qu'on doit très vite placer dans des espaces de grande dimension pour pouvoir les étudier. Alors d'accord, en pratique, dans les exercices, on n'ira pas jusqu'à des espaces de dimension 10 ou 20. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en vrai, ça ne serait pas forcément plus difficile. Ce serait lourdingue, oui, de manier autant de paramètres, surtout comme les exercices d'entraînement sont à la main. Et c'est la raison pour laquelle on restera en général en dimension 2 ou 3. Mais sur le fond, c'est-à-dire en ce qui concerne la structure sous-jacente, il n'y a pas plus de difficulté à mettre les choses en place en dimension 7 ou 45 qu'en dimension 2 ou 3. Autrement dit, les outils qu'on va introduire sont bien plus généraux, bien plus puissants que de simples outils qui permettraient de faire de la géométrie dans le plan ou dans l'espace, même si le plan ou l'espace sont souvent utiles pour se forger une intuition des objets qu'on va construire. La notion de départ de l'algèbre linéaire, c'est celle de vecteur. Vous l'avez déjà rencontré plusieurs fois dans votre scolarité. En physique, quand vous avez considéré des vecteurs force, des vecteurs vitesse ou des vecteurs quantité de mouvement. Et en mathématiques, quand vous avez parlé de vecteurs AB, où A et B sont 2 points.
Ce que vous savez des vecteurs dans ces contextes vous servira, mais il y a quand même quelques différences qui font qu'il faudra faire un peu attention. Les vecteurs de la physique, par exemple, ont souvent un point d'application, ce qui implique souvent que le vecteur vitesse d'un objet est attaché à cet objet, il avance avec lui, si on peut dire. En revanche, dans les vecteurs géométriques que vous connaissez, les vecteurs AB, avec une flèche écrite au-dessus, il n'y a pas cette idée de point d'application. Par exemple, les vecteurs AB et CD dessinés ici sont égaux, parce que le quadrilatère ABDC est un parallélogramme. Là, on est un peu plus proche des vecteurs qu'on va voir dans le cours, ceux de l'algèbre linéaire, sauf que les vecteurs qui vont nous intéresser ne sont pas construits à partir de points. Souvent, on les dessine, c'est vrai, mais ce qu'on va construire n'est pas un plan ou un espace fait de points et à partir desquels on définirait des vecteurs, parce qu'en fait, il faudrait définir une notion algébrique de points, et il se trouve qu'en toute rigueur, la définition rigoureuse du plan ou de l'espace de la géométrie classique vient après celle de vecteurs. C'est ce qu'on appelle la géométrie affine, qu'on n'abordera pas ici. On ne va donc pas partir de points pour construire les vecteurs. Tant mieux d'ailleurs, parce que sinon, on serait quand même un peu embêté pour le faire en 4 dimensions ou plus. Pour donner une première approche visuelle, on peut imaginer qu'on fixe un point origine O une fois pour toutes et que tous les vecteurs sont pris avec O pour point d'origine. L'ensemble des flèches, entre guillemets, qu'on peut dessiner sur un écran et qui partent toutes de O, définit le plan vectoriel, qu'on appellera R2. Notez qu'on n'a pas considéré pour l'instant d'axe de coordonnées, on n'en a pas besoin tout de suite. Avec les vecteurs, on peut faire essentiellement deux choses. On peut les ajouter entre eux, selon la règle du parallélogramme que vous connaissez, c'est l'addition vectorielle. La somme de deux vecteurs U et V se note U plus V. C'est un peu comme l'addition entre nombres. Avec deux vecteurs, l'opération somme nous en construit un troisième. C'est ce qui fait qu'on dit que l'addition vectorielle est une loi de composition interne. On compose deux objets de même nature pour produire un troisième objet, lui aussi de même nature. Notez que sur la figure, il n'y a pas de flèche au-dessus de U et de V. Les flèches, réservez-les aux vecteurs AB de la géométrie classique que vous avez vu au lycée, ou bien aux vecteurs de la physique. En algèbre linéaire, en général, on ne met pas de flèches, précisément parce que ces vecteurs de l'algèbre linéaire ne sont pas forcément des vecteurs d'un espace géométrique. L'autre chose qu'on peut faire avec des vecteurs en algèbre linéaire, c'est les multiplier par un réel. Ça s'appelle la multiplication scalaire. De façon informelle, même si ça n'est pas tout à fait bien dit, multiplier le vecteur U par 3, c'est tripler la taille de la flèche. Multiplier U par moins 3, c'est aussi tripler la taille de la flèche, mais en renversant le sens. L'addition vectorielle et la multiplication scalaire sont les deux seules opérations qu'on a le droit de considérer en algèbre linéaire. Vous avez sans doute vu dans d'autres cours deux autres opérations sur les vecteurs, le produit scalaire et le produit vectoriel. Je vais le dire une fois pour toutes, ces deux opérations sont interdites ici. Non pas qu'elles ne soient pas intéressantes, au contraire, mais elles ne relèvent pas de l'algèbre linéaire. Le produit scalaire relève de ce qu'on appelle l'algèbre bilinéaire, et le produit vectoriel est une notion spécifique à la dimension 3. On laissera donc de côté ces deux opérations sur les vecteurs qui concernent d'autres parties des mathématiques. Nos règles du jeu sur les vecteurs se limiteront à l'addition et à la multiplication scalaire. On n'aura pas besoin d'autre chose pour notre étude. Quelque chose de sympathique sur l'addition vectorielle et la multiplication scalaire, c'est que toutes les propriétés habituelles que vous connaissez sur l'addition et la multiplication entre nombres valent aussi pour elles. Associativité, commutativité, distributivité, tout marche pareil. Le seul point sur lequel il faut vraiment faire attention, c'est que la multiplication scalaire n'est pas une multiplication entre vecteurs. C'est une opération qui prend un nombre et un vecteur, et qui a pour résultat un vecteur. On ne le répète jamais trop. Et pour bien marquer la différence de nature entre les deux objets d'une multiplication scalaire, on écrit toujours le nombre en premier et le vecteur en deuxième. On note 3U pour 3 fois le vecteur U. On n'écrit jamais U3 ou U fois 3. On appelle plan vectoriel, et on note R2, l'ensemble des couples de nombres réels x, y vus comme des vecteurs, c'est-à-dire qu'on peut ajouter entre eux et qu'on peut multiplier par des scalaires. Concrètement, en munissant le plan d'un repère cartésien, le vecteur U de R2, correspondant au couple x, y, est la flèche, entre guillemets, qui part de l'origine et atteint le point de coordonnées x et y. On dit que x et y sont les composantes du vecteur U. On écrit ces composantes verticalement, x, y, et pas horizontalement. L'écriture horizontale avec une virgule entre le x et le y correspond, elle, à la notion de point, pour laquelle on parle de coordonnées. Mais encore une fois, on n'étudiera pas les points ici.
Prenons un vecteur U de composante x, y et un autre vecteur U' de composante x', y'. La somme U plus V est alors le vecteur de composante x plus x', y plus y'. De même, si A est un réel quelconque, alors le vecteur AU est le vecteur de composante AX, AY. On appelle vecteur nul le vecteur dont les deux composantes sont égales à 0. On l'écrit en général O ou même 0. Techniquement, c'est un abus, une confusion entre le nombre 0 et le vecteur nul. Mais quand on a compris de quoi on parle, l'abus ne pose pas de problème. Je dis bien quand on a compris de quoi on parle. Le vecteur nul est ce qu'on appelle l'élément neutre pour l'addition vectorielle. C'est-à-dire que pour tout vecteur U, on a U plus 0 égale 0 plus U égale U. Le vecteur nul joue ainsi pour l'addition entre vecteurs le même rôle que le 0 dans l'addition entre nombres réels. Il n'est pas difficile de montrer que si U est le vecteur de composante x, y, alors le vecteur de composante moins x et moins y est l'opposé de U, c'est-à-dire que la somme des deux donne le vecteur nul. En dimension 3, tout ça fonctionne de la même manière, avec des vecteurs à 3 composantes au lieu de 2. On dira ici que l'espace vectoriel R3 est l'ensemble des vecteurs à 3 composantes, x, y et z, munis de l'addition vectorielle et de la multiplication scalaire. Les règles sont exactement les mêmes. Pour l'addition, on ajoute composante par composante. Le vecteur x, y, z plus le vecteur x', y', z' est égal au vecteur x plus x', y plus y', z plus z'. Et pour la multiplication scalaire, on distribue le scalaire, c'est-à-dire le nombre réel, sur les composantes. A fois le vecteur x, y, z donne le vecteur ax, ay, az. Une petite remarque. Pour dire tout haut ces opérations, j'ai parlé du vecteur x, y, z. J'aurais plutôt dû dire le vecteur de composantes x, y, z. Parce que ces composantes x, y et z ne sont qu'une représentation du vecteur, et pas le vecteur lui-même. Pour l'instant, la confusion entre les deux ne posera pas de problème, et vous pouvez la faire dans un premier temps. Mais viendra un moment plus loin dans le cours où il faudra apprendre la distinction. Ce sera dans le chapitre sur le changement de base. Vous pouvez déjà noter qu'il viendra 3 chapitres après celui-ci. Mais en attendant, d'accord, vous pouvez pour l'instant confondre le vecteur U avec ses composantes x, y, z. Et donc, comme on l'a vu tout à l'heure, les propriétés de l'addition et de la multiplication sur les nombres se transportent en quelque sorte telles quelles sur l'addition vectorielle et la multiplication scalaire. On voit donc maintenant qu'il n'y a pas de difficulté particulière à concevoir mathématiquement des vecteurs à 4 paramètres, à 5, à 6 ou à autant que vous voulez. L'entier n étant fixé, on appelle Rn l'ensemble des vecteurs à n composantes, qu'on écrit de façon générique x1, x2, x3, etc. jusqu'à xn verticalement. Plus précisément, Rn est ce qu'on appelle un espace vectoriel, parce que ces éléments, les vecteurs x1, x2, xn, peuvent s'ajouter entre eux et être multipliés par des scalaires. Les règles sont les mêmes que dans R2 et dans R3, il n'y a aucune surprise. Dans tous les cours d'algèbre linéaire de cette année, on travaillera systématiquement dans Rn, qui sera en quelque sorte notre espace ambiant. Il pourrait être de dimension n quelconque, mais vous pourrez penser les choses en imaginant que n égale 2 ou 3, c'est-à-dire qu'on est plus ou moins dans le plan ou l'espace ordinaire, avec la différence quand même que les éléments de ce plan ou de cet espace ne sont pas des points, mais des vecteurs. Il n'y a pas de sens à vouloir faire la somme de 2 points, ou multiplier un point par 2. Et c'est uniquement parce qu'on parle de vecteurs qu'on peut munir R2, R3, Rn des opérations d'addition et de multiplication scalaire. Tant qu'on en est à regarder des Rn particuliers, on peut aussi regarder le cas n égale 1, c'est-à-dire de R1, la droite vectorielle. C'est un exemple, en effet, mais il faut bien reconnaître qu'il est un peu trop particulier pour servir à l'intuition. Et si on veut aller jusqu'au bout, on peut aussi prendre n égale 0, c'est-à-dire R0, que personne ne regarde jamais, mais qui techniquement correspond bien à un espace vectoriel. Il ne contient qu'un seul élément qui se trouve être le vecteur nul. Il est trop trivial pour être vraiment intéressant en tant que tel, mais on verra qu'on fait quand même appel à ses services, ou plutôt ceux de ses frères jumeaux, de la famille des sous-espaces vectoriels, qu'on va voir maintenant. On peut faire plein de choses dans l'espace Rn. Ce qui va nous intéresser dans un premier temps, c'est la notion de sous-espace vectoriel. Un sous-espace vectoriel de Rn, c'est une partie non vide, f de Rn, qui est stable par addition vectorielle et par multiplication scalaire. Ce que ça veut dire, c'est qu'une partie f non vide de Rn est un sous-espace vectoriel de Rn si et seulement si elle satisfait les deux conditions suivantes.
Si U et V, on peut faire plein de choses dans l'espace Rn. Ce qui va nous intéresser dans un premier temps, c'est la notion de sous-espace vectoriel. Un sous-espace vectoriel de Rn, c'est une partie non vide, f de Rn, qui est stable par addition vectorielle et par multiplication scalaire. Ce que ça veut dire, c'est qu'une partie f non vide de Rn est un sous-espace vectoriel de Rn si et seulement si elle satisfait les deux conditions suivantes. Si U et V sont dans f, alors leur somme U plus V est aussi dans f. C'est la stabilité par addition vectorielle. Et si U est dans f et si A est un réel quelconque, alors A fois U est aussi dans f. C'est la stabilité par multiplication scalaire. En d'autres termes, un sous-espace vectoriel est un espace vectoriel inclus dans un autre. Voyons un exemple dans R2 pour commencer. On considère l'ensemble f des vecteurs x, y de R2 tels que 2x plus y égale 0. Bien sûr, 2x plus y égale 0 évoque l'équation d'une droite affine. On peut en effet représenter f par une droite du plan munie d'un repère cartésien. C'est correct, à condition, une fois encore, qu'on s'entende bien sur le fait qu'on est dans le plan vectoriel et pas dans le plan habituel. Ce ne sont pas les points de la droite qui nous concernent, mais les vecteurs qui partent de l'origine et atteignent un point de la droite. Cette droite f est donc une droite vectorielle. Et on va voir que c'est un sous-espace vectoriel de R2. Pour ça, on procède en trois temps. D'abord, on s'assure que f n'est pas vide. C'est facile. Il suffit de montrer que f contient au moins un vecteur. Or, le vecteur nul fait bien partie de f. On a bien en effet que 2 fois 0 plus 0, ça fait 0. Une remarque. D'une manière générale, quand il s'agit de montrer qu'une partie de Rn est un sous-espace vectoriel, et que vous en êtes à démontrer que cette partie n'est pas vide, ne vous embêtez pas à lui trouver un élément compliqué. Théorème, tout sous-espace vectoriel contient le vecteur nul. Et en général, c'est lui dont il est le plus facile de vérifier qu'il est dans f. Ensuite, on démontre que si deux vecteurs sont dans f, alors leur somme est encore dans f. Ici, soit U un vecteur de f de composantes R et S, et soit U' un autre vecteur de f de composantes R' et S'. Il nous faut montrer que le vecteur U plus U' de composantes R plus R' et S plus S' est aussi dans f. Nos hypothèses sont que U et U' sont dans f. Donc, les composantes de U, tout comme celles de U', vérifient l'équation. On a donc 2R plus S égale 0, ainsi que 2R' plus S' égale 0. Et notre objectif, c'est de montrer que U plus U' est dans f, c'est-à-dire que 2 fois R plus R' plus S' est égal à 0. Or, on a 2R plus R' plus S plus S' est égal à 2R plus 2R' plus S plus S', qui est égal, en réordonnant les termes, à 2R plus S plus 2R' plus S', qui vaut donc 0 plus 0, puisque 2R plus S égale 0 et que 2R' plus S' égale 0. On a donc bien montré que les composantes de U plus U' satisfont l'équation qui définit f, c'est-à-dire que U plus U' appartient à f, quels que soient les vecteurs U et U' de f. On a donc bien démontré la stabilité de f par addition vectorielle. Enfin, on doit encore montrer que f est stable par multiplication scalaire. Soit U un vecteur de composantes R et S, et soit A un réel quelconque. Le vecteur AU a pour composantes AR et AS. Il s'agit de voir que AU est sur la droite vectorielle f, c'est-à-dire que 2 fois AR plus AS égale 0. Or, on a que 2AR plus AS est égal à A fois 2R plus S. Et comme le vecteur U est dans f, on sait que 2R plus S égale 0, et donc on a bien que AU est dans f. On a donc démontré que f est stable par multiplication scalaire. Conclusion, f n'est pas vide, f est stable par addition vectorielle, et f est stable par multiplication scalaire, donc, par définition, f est un sous-espace vectoriel de R2. Maintenant, considérons l'ensemble G des vecteurs x, y de R2, vérifiant l'équation 2x plus y égale 1. En apparence, il n'y a pas grand-chose de changé. Et quand on fait le dessin de la droite correspondante, on peut avoir l'impression que G est un sous-espace vectoriel aussi, puisqu'elle ressemble à F comme un frère jumeau. C'est juste une droite parallèle. C'est là qu'il est important de se souvenir qu'on n'est pas en train de regarder des points, mais des vecteurs. C'est ce qui fait que G n'est pas un sous-espace vectoriel de R2.
Il y a au moins 3 façons de s'en rendre compte. La première, c'est de se souvenir de ce qu'on a vu tout à l'heure. Un sous-espace vectoriel contient toujours le vecteur nul. Ici, ce n'est pas le cas. Si on prend x égale y égale 0, l'équation 2x plus y égale 1 qui définit g n'est pas satisfaite. Sur le dessin, ça se traduit par le fait que la droite g ne passe pas par l'origine. La deuxième méthode, c'est de mettre en défaut la stabilité par addition vectorielle. Prenons deux vecteurs dans G, par exemple le vecteur de U de composante 2 et moins 3, et le vecteur V de composante 1 et moins 1. Vous vérifierez facilement que les composantes de U tout comme celles de V satisfont bien la relation 2x plus y égale 1. Si G était un sous-espace vectoriel, alors on aurait que U plus V serait aussi dans G. Le dessin montre que ce n'est pas le cas, et on le vérifie facilement par le calcul. U plus V est le vecteur de composante 3 et moins 4, et quand on fait 2 fois moins 3 plus 4, on ne trouve pas 1, on trouve 2. Une troisième méthode pour montrer que G n'est pas un sous-espace vectoriel de R2, c'est de mettre en défaut la stabilité par multiplication scalaire. Reprenons le vecteur U de composante 2 et moins 3. On a vu que U était dans G, donc si G était un sous-espace vectoriel, on aurait aussi par exemple que 10 fois U serait aussi dans G. Or, 10 fois U a pour composante 20 et moins 30, et quand on fait 2 fois 20 plus moins 30, ça ne fait pas 1, ça fait 10. Voyons maintenant un théorème fondamental pour décrire les différentes formes possibles d'un sous-espace vectoriel de Rn. Tout sous-espace vectoriel f de Rn admet une représentation cartésienne, c'est-à-dire qu'on peut l'écrire sous la forme f est l'ensemble des vecteurs de Rn dont les composantes x1, x2, xn sont solutions d'un système d'équations linéaires avec des zéros dans le membre de droite. Attention, il n'y a pas unicité de la représentation cartésienne. C'est-à-dire qu'un même sous-espace vectoriel f possède plusieurs représentations cartésiennes. Il y en a autant que de systèmes linéaires qui admettent f comme ensemble de solutions, et donc en général, un sous-espace f étant donné, il en existe une infinité de représentations cartésiennes différentes. Comme application de ce théorème, on a que dans R2, les seuls sous-espaces vectoriels intéressants sont les droites vectorielles, c'est-à-dire l'ensemble des vecteurs x, y, tels que ax plus by égale 0, où a et b sont deux réels fixés. Dans l'exemple qu'on a étudié tout à l'heure, si vous vous en souvenez, on avait a égale 2 et b égale 1. Dans R3, il y a deux sortes de sous-espaces vectoriels. Les plans vectoriels, définis par un système à une seule équation, de la forme ax plus by plus cz égale 0, et les droites vectorielles, définies par un système à deux équations, de la forme ax plus by plus cz égale 0 et a'x plus b'y plus c'z égale 0. Comme chacune de ces deux équations définit un plan vectoriel, on peut aussi dire que la représentation cartésienne d'une droite vectorielle de R3 correspond à l'intersection de deux plans. Évidemment qu'ils ne doivent pas être confondus. Notez qu'ils ne peuvent pas être parallèles, parce qu'alors un des deux ne contiendrait pas le vecteur nul. Pour être tout à fait complet, dans R2 comme dans R3 ou dans Rn, il faut aussi signaler deux sous-espaces vectoriels particuliers. Le sous-espace nul, réduit au seul vecteur nul, et l'espace vectoriel Rn tout entier, qui est considéré comme un sous-espace vectoriel de lui-même. Ces deux sous-espaces extrêmes sont les sous-espaces triviaux. Il est bon de savoir qu'ils existent, on en a régulièrement besoin. Une conséquence du théorème qu'on a énoncé, c'est que l'intersection de deux sous-espaces vectoriels est un sous-espace vectoriel. De temps en temps, ça peut servir. Par exemple, si vous avez démontré que deux sous-ensembles, f et f', sont des sous-espaces vectoriels de R5, par exemple, vous pouvez aussitôt en déduire que f inter f' est lui aussi un sous-espace vectoriel de R5, sans avoir à nouveau à vérifier que cet ensemble n'est pas vide, qu'il est stable par addition vectorielle et par multiplication scalaire. Attention, grosse erreur qu'on retrouve parfois dans les copies, en général, la réunion de deux sous-espaces vectoriels n'est pas un sous-espace vectoriel. Ça ne marche que dans le cas pas franchement intéressant où un des deux est inclus dans l'autre. Sinon, c'est toujours faux. Il faut absolument s'interdire de l'écrire. C'est comme pour une fonction équivalente à 0 ou le logarithme d'un nombre négatif, c'est une faute qui ne pardonne pas. Mieux vaut encore ne rien écrire plutôt que d'écrire ça, je vous aurais prévenu. Pour vous convaincre que ça ne marche pas, il suffit de se placer dans R2 et de regarder la réunion de deux droites vectorielles. Clairement, l'ensemble obtenu n'est pas stable par somme vectorielle. Prenez U sur une droite et V sur l'autre, la somme U plus V n'est sur aucune des deux. Dans Rn,
Prenons un ensemble de plusieurs vecteurs, U1, U2, U3, etc., jusqu'à un certain vecteur UD. Ces vecteurs forment un ensemble fini, on parle aussi de famille finie. Qu'est-ce qu'on peut faire avec? Eh bien, vu la structure d'espace vectoriel qu'on s'est donnée, on peut d'une part multiplier ces vecteurs par des scalaires, c'est-à-dire des réels, et d'autre part les ajouter entre eux. On obtient alors une expression de la forme A1U1 plus A2U2 plus A3U3, etc. plus ADUD. C'est ce qu'on appelle une combinaison linéaire des vecteurs de la famille. On appelle sous-espace vectoriel engendré par la famille des vecteurs U1, U2 jusqu'à UD l'ensemble des combinaisons linéaires possibles, c'est-à-dire l'ensemble des expressions de la forme A1U1 plus A2U2 plus etc. plus ADUD, où A1, A2, etc. prennent toutes les valeurs réelles. On le note vect de U1, U2, etc. UD, ou aussi avec des signes ouvrants et fermants autour des vecteurs de la famille. Comme son nom l'indique, le sous-espace vectoriel engendré par une famille est un sous-espace vectoriel. En vrai, il ne suffit pas de le dire, il faut le démontrer. Je vous le laisse en exercice. C'est un bon entraînement pour vérifier qu'on a compris la notion de stabilité par addition vectorielle et par multiplication scalaire. Et c'est bien aussi de s'entraîner de temps en temps à faire ce genre de raisonnement un peu général, un peu abstrait. Si vous avez du mal, vous pouvez bien sûr demander de l'aide. On déduit de ce résultat l'autre grande représentation des sous-espaces vectoriels, en plus de la représentation cartésienne qu'on a vue tout à l'heure, la représentation paramétrique. Une représentation paramétrique d'un sous-espace vectoriel F consiste à l'écrire comme l'ensemble des combinaisons linéaires d'une famille de vecteurs. Par exemple, dans R3, on peut définir le sous-espace vectoriel F engendré par les vecteurs U égale 1, moins 1, 1 et V égale 0, 1, 2. Ce sous-espace F est l'ensemble des vecteurs qui s'écrivent sous la forme AU plus BV, où A et B sont deux réels. Ce sont ces réels qui s'interprètent comme les paramètres de la représentation paramétrique. Autrement dit, le sous-espace F est l'ensemble des vecteurs W de R3 pour lesquels il existe deux réels A et B tels que W égale A moins A plus B, A plus 2B. De même qu'un sous-espace vectoriel possède une infinité de représentations cartésiennes, il possède aussi en général une infinité de représentations paramétriques. En fait, il y en a autant qu'il y a de manières de choisir des familles qui l'engendrent, c'est-à-dire en général une infinité. On dit qu'une famille de vecteurs est génératrice, tout court, si le sous-espace qu'elle engendre est égal à l'espace Rn tout entier. Une première méthode pour savoir si une famille donnée est génératrice consiste à résoudre un système d'équations linéaires à paramètres. Par exemple, pour savoir si la famille 1, 1, 1, 1, 0, 1, moins 1, 1, 2 est génératrice, on cherche à savoir si, quel que soit le vecteur x, y, z de R3, on peut trouver des nombres a, b et c, tels que a fois 1, 1, 1 plus b fois 1, 0, 1 plus c fois moins 1, 1, 2 est égal à x, y, z. C'est-à-dire, si le système a plus b moins c égale x, a plus c égale y, a plus b plus 2c égale z, possède au moins une solution en a, b et c, quelles que soient les valeurs des paramètres fixés x, y et z. Si le système n'a des solutions que quand les paramètres sont liés par une ou plusieurs relations, alors la famille n'est pas génératrice. Elle n'engendre qu'un sous-espace vectoriel, et les relations qui contraignent les paramètres correspondent à une équation cartésienne de ce sous-espace. Un exemple dans R3, c'est celui de la famille 1, 1, 1, 1, 0, 1, 2, 1, 2, qui n'est pas génératrice et qui engendre le sous-espace vectoriel d'équation cartésienne x moins z égale 0. Avoir une famille génératrice, c'est la garantie de pouvoir écrire n'importe quel vecteur comme combinaison linéaire des vecteurs de cette famille. Ça nous garantit donc l'existence d'une telle combinaison linéaire. La notion de famille libre a vocation, elle, à garantir l'unicité. Une famille de vecteurs U1, U2, etc. jusqu'à UD de Rn est dite libre si la seule combinaison linéaire qui donne le vecteur nul est la combinaison linéaire dite triviale, dans laquelle tous les paramètres valent 0. Si une famille n'est pas libre, elle est dite liée. Par exemple, regardons dans R3 la famille de vecteurs U, V, W avec U égale 1, 2, 3, V égale moins 1, 1, 1 et W égale 0, 3, 4. Cette famille est liée parce qu'on a U plus V moins W égale au vecteur nul. En revanche, la famille composée seulement de U et de V est une famille libre. Pour s'en assurer, on peut étudier les conditions sur A et B pour que la combinaison linéaire AU plus BV soit égale au vecteur nul.
Le vecteur AU plus BV a pour composante A moins B, 2A plus B, 3A plus B. Donc, pour qu'il soit égal au vecteur nul, il suffit que A moins B égale 0, 2A plus B égale 0 et 3A plus B égale 0. On est donc amené à résoudre un système linéaire, et vous verrez facilement que ce système n'a qu'une seule solution, qui est A égale 0 et B égale 0. On a donc bien démontré que la seule combinaison linéaire AU plus BV égale au vecteur nul est la combinaison linéaire triviale, c'est-à-dire celle où A et B sont tous les deux nuls. Par définition donc, la famille composée des deux vecteurs U et V est bien une famille libre. Si on reprend la famille UVW de tout à l'heure, la relation U plus V moins W nous avait tout de suite donné que cette famille était liée. Cette relation, on peut la trouver à l'œil nu, c'est-à-dire en essayant mentalement de trouver une combinaison linéaire nulle non triviale. Mais si on ne trouve pas, il y a toujours la solution de résoudre un système linéaire. Ici, il s'agit de voir si on peut trouver des valeurs non triviales de A, B et C, telles que AU plus BV plus CW égale 0. Ça revient à étudier le système d'équations linéaires A moins B égale 0, 2A plus B plus 2C égale 0, 3A plus B plus 4C égale 0. On n'a pas forcément besoin de le résoudre complètement, seulement de savoir s'il a d'autres solutions que la solution A égale B égale C égale 0. Il suffit de le mettre sous forme échelonnée pour le savoir. Un cas particulier est assez courant dans les exercices, celui où la famille est composée de deux vecteurs non nuls. Dans ce cas, on a le résultat suivant. La famille de deux vecteurs non nuls, U, V, est liée si et seulement si ces deux vecteurs sont collinéaires, c'est-à-dire s'il existe un réel A tel que U égale A fois V. Autrement dit, la famille est liée si et seulement si les composantes de U et de V sont proportionnelles. Ça rend les choses assez faciles à voir à l'œil nu dans ce cas et ça évite d'avoir à poser un système. Mais attention, ce résultat ne se généralise pas facilement pour trois vecteurs. Il ne suffit pas que trois vecteurs ne soient pas collinéaires 2 à 2 pour que la famille soit libre. Attention, attention, attention. C'est là encore une erreur très fréquente et qui elle aussi ne pardonne pas. Même dans R2, c'est déjà faux. Prenez par exemple les vecteurs U égale 1, 0, V égale 0, 2 et W égale 1, 4. On vérifie facilement que U et V ne sont pas collinéaires, que U et W non plus, que V et W non plus. Pourtant, la famille U, V, W n'est pas libre, puisqu'on a par exemple que U plus 2V moins W égale 0. Dernière notion pour cette vidéo, la notion de base d'un espace vectoriel. Par définition, une base, c'est une famille qui est à la fois libre et génératrice. Une base, c'est donc une famille qui joue sur les deux tableaux. Elle garantit pour tout vecteur U de l'espace vectoriel à la fois l'existence et l'unicité d'une combinaison linéaire des vecteurs de la famille qui soit égale à U. On peut aussi parler de base pour un sous-espace vectoriel. Par définition, là aussi, une base d'un sous-espace vectoriel F, c'est une famille libre qui engendre F tout entier. L'exemple standard de base dans Rn, c'est la base canonique, composée des n vecteurs dont toutes les composantes sont nulles sauf une égale à 1. Mais Rn possède beaucoup d'autres bases, en fait une infinité. Par exemple, la famille 1, 1, 1, 1, 0, 1 et moins 1, 1, 2 est une base de R3. Et donc, quel que soit le vecteur U de R3, il existe un unique réel A, un unique réel B et un unique réel C, tel que U égale A fois 1, 1, 1, plus B fois 1, 0, 1, plus C fois moins 1, 1, 2. L'existence de A, B et C découle de ce que la famille est génératrice et l'unicité de ce que la famille est libre. Une première façon de démontrer que notre famille de trois vecteurs est bien une base consiste à vérifier d'une part qu'elle est libre et d'autre part qu'elle est génératrice, en utilisant les techniques qu'on a vues. Je vous conseille de le faire. C'est un exercice standard qui vous aidera à manier les définitions qu'on a vues au travers d'exemples un peu concrets. Mais pour se faciliter la vie, on peut aussi utiliser quelques résultats très importants de l'algèbre linéaire. Tout d'abord, toutes les bases de Rn ont exactement n éléments. Et plus généralement, dans un sous-espace vectoriel F donné, toutes les bases de F ont le même nombre d'éléments. Par définition, ce nombre d'éléments communs s'appelle la dimension de F. Le deuxième résultat important, celui qu'on va pouvoir appliquer à la recherche de base, c'est que dans un espace vectoriel, ou dans un sous-espace vectoriel de dimension k, toutes les familles à plus de k éléments sont liées, et donc toutes les familles libres ont au plus k éléments. Enfin,
Un troisième résultat est que dans un espace vectoriel ou un sous-espace vectoriel de dimension k, si une famille possède exactement k éléments, alors elle est libre si et seulement si elle est génératrice. Et donc si et seulement si c'est une base. On en déduit que pour montrer qu'une famille est une base, quand on connaît la dimension, il n'est pas nécessaire de démontrer à la fois qu'elle est libre et génératrice. Un des deux suffit si la famille a le bon nombre d'éléments. Par exemple, dans R3, considérons la famille de 3 vecteurs 1, 1, 2, moins 1, 1, 0, 2, 0, 1. Cette famille a 3 éléments et on est dans R3 qui est de dimension 3, donc pour savoir si cette famille est une base de R3, on n'a pas besoin de regarder si elle est à la fois libre et génératrice. Il suffit de considérer soit l'un, soit l'autre. En général, il est plus facile de regarder si une famille est libre que de regarder si elle est génératrice. Ici donc, on regarde si le système d'équations linéaires défini par x fois le vecteur 1, 1, 2, plus y fois le vecteur moins 1, 1, 0, plus z fois le vecteur 2, 0, 1, admet plusieurs solutions, ou seulement la solution triviale x égale y égale z égale 0. Je vous laisse vérifier que ce système n'a que la solution triviale comme solution, c'est-à-dire que la famille est libre. Et donc, d'après notre théorème, puisque la famille a le bon nombre d'éléments, c'est-à-dire 3, puisqu'on est dans R3, il vient automatiquement que cette famille est aussi génératrice, sans qu'on ait besoin de le vérifier en résolvant un système linéaire à paramètres. La famille étant libre et génératrice, c'est donc une base de R3. Voilà, j'espère que cette vidéo vous est utile pour comprendre le cours. Je vous souhaite bon courage à tous dans votre travail et je vous dis à bientôt.